Et bonjour à tous, coucou Nico, Hello Roxy, Fred, Katsu, comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Bon, on a des jolis visionnages, effectivement. Bon, Katsu, je pense que ce soir c'est le dernier, enfin le dernier, la dernière série, on va dire, parce que voilà, hein, c'est fini, les lives où tu seras là. Enfin bon, bref, sans contexte, ça peut être bizarre à comprendre. Bon, j'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous. Vous avez pas trop chaud? Ici ça va, c'est un peu orageux, c'est un peu chelou. On va dire qu'il fait un petit peu moins chaud, mais ça reste quand même assez lourd. Mais voilà, c'est lundi et on est reparti pour une semaine, qui j'espère passera vite. Non, il suffit que j'aille pas au travail. Bah oui, bah voilà. C'est la solution. C'est la solution. Et c'est pas l'envie qui me manque. Ouais, mais je crois que c'est dans l'air ou pas. Bon, moi aujourd'hui ça allait un petit peu mieux, on va dire. Mais j'avoue que bon, rester chez moi, ça serait pas mal aussi, quoi. C'est plutôt sympa. C'est plutôt mieux, même, je dirais. On est comment là? Tac. Ok. Donc, c'est pas là qui me facile. Oui, oui, mais l'envie de rester chez toi, quoi. Voilà. Enfin, ou l'envie de ne pas avoir envie d'aller au travail. Ouais. Du coup, on va lancer cash là parce qu'il y a pas mal de questions. Enfin, il y a pas mal de questions. Il y a pas mal de choses à aborder. Donc voilà. Alors on est comment? Donc là, on est sur le dernier live sur le sujet de la psychogénéalogie. En fait, je m'étais embrouillée dans mes propres notes. J'avais noté un live 5, mais il y avait genre. Il restait genre, je sais pas, 3 4 questions, donc ça servait à rien. Donc voilà. Et fais pas genre, t'as capté quelque chose, Katsu, s'il te plaît. Mais merci. Mais oui, mais non, il faut qu'il gagne sa vie parce qu'il a un petit voyage à se payer au mois de septembre. Donc bon, faut travailler pour ça. En fait, c'est mon esclave, je le fais travailler pour qu'il vienne me voir. C'est chaud quand même. On en est là. Donc, je sais plus exactement combien on a de questions. J'avais 27 en tête, mais je crois pas, ça me paraît beaucoup. Donc, je ne sais plus, on va le voir de toute manière. Comme d'habitude, bon, vous avez le lien pour rejoindre le quiz. Il y a un décalage entre ce que vous allez voir à l'écran et le live. Et puis voilà, hein. Donc aujourd'hui, on termine le sujet. On va parler un peu du côté culturel, si on peut dire ça comme ça. On va parler des prénoms, du nom de famille. On va parler des lieux de vie aussi. Enfin voilà, on clôture gentiment. Ça devrait être plutôt sympa. Alors, je savais que tu dirais, je sais quand même. Oui, bah je sais. Et encore que là, tu vois, il n'y a pas eu le deuxième shampoing après le coiffeur. Donc là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, ça ira mieux demain. Tu vois, là, je vais aller laver les cheveux après et tout, ça sera cool. Bref, donc on va commencer le quiz. Tenez-vous prêts. Dernière partie. Et à la fin du live, on fera un sondage, mais je pense que c'est moi qui vais trancher. Ah ouais, voilà, 27 questions. Parce qu'entre Insta et Discord, c'est pareil. Alors, de quoi parle la névrose de classe? C'est une pathologie génétique transmise entre les générations. C'est la transmission des valeurs religieuses entre les générations. C'est l'impact des classes sociales sur la santé mentale individuelle. Ou c'est les rapports conflictuels entre les différentes classes sociales. On s'accroche. Ok, on est un petit peu... On sait pas trop, donc effectivement, ça va être les rapports conflictuels entre les différentes classes sociales. Donc c'est Vincent de Gaugelac qui a développé cette notion de névrose de classe. Et donc les rapports entre les différentes classes sociales, elles vont être très complexes. La précarité de l'emploi, ça va accentuer les tensions sociales, mais aussi psychologiques entre les différentes classes. Bon, jusqu'à là, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez connu qu'on peut assez bien capter dans la société, hein. Et ça va amener les individus à lutter pour trouver leur place. Voilà. Donc ces problématiques qui sont d'ordre social, elles vont avoir de graves répercussions sur le psychisme des individus, donc que ce soit au niveau du stress, angoisse, anxiété. Les personnes au chômage, elles pourraient développer un sentiment de honte et vont se retrouver en grande difficulté psychologique. Ils vont devoir gérer une insécurité matérielle, sociale, mais aussi professionnelle, hein, forcément. Quand on n'a pas de travail, malheureusement, déjà on a cette insécurité matérielle parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, donc voilà, difficile d'avoir un toit sur la tête ou de pouvoir subvenir aux besoins. Social parce qu'on ne voit personne, si on est seul ou on voit que sa famille en tout cas, et aussi professionnel, si on est au chômage, c'est qu'on n'a pas de travail.
À l'époque, on assistait à une course au progrès. Ok. Mais aujourd'hui, ça va plus être une course à la réussite. Donc réussite, notion assez singulière, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est quoi réussir, hein, de nos jours, pour certains. Enfin bon, non, je vais pas partir là-dedans. Je vais pas partir là-dedans, mais voilà, la réussite, c'est assez propre à chacun, j'ai envie de dire. Et donc l'échec, il marginalise l'individu, et il peut même l'exclure de la société, mais aussi de sa classe. Double exclusion. Et c'est à ce niveau-là qu'il va être intéressant de travailler en psychogénéalogie. On passe à la question suivante. Que désigne l'impératif généalogique? C'est la transmission des biens matériels d'une génération à l'autre, c'est la transmission entre individus de dimension biologique, sociale, etc. C'est la nécessité de maintenir une lignée familiale sans rupture ou c'est un impératif lié aux héritages financiers au sein de la famille. Ok, ok. On a assez on a des clans ce soir. Donc, de Goldlack, il parle de l'impératif généalogique. Chacun va être le maillon d'un système qui va le déterminer. Cet impératif généalogique, c'est une transmission d'un individu à l'autre qui va comprendre une dimension biologique, sociale, culturelle et psychique. Et cet impératif, il a pour condition la mémoire familiale qui se transmet au sein de la famille. Et c'est elle qui est le garant du sentiment d'appartenance. Voilà, je sens que j'appartiens à une famille, à un clan, que j'ai ma place quelque part. Prochaine question. Que se passe-t-il en cas d'adoption concernant l'impératif généalogique? Et c'est ça que je te disais, Katsu, on parle rapidement d'adoption, effectivement. Donc l'adopté, il est toujours considéré comme un membre de la famille biologique. L'adoption crée une nouvelle lignée généalogique. L'adopté reçoit la transmission complète de ses parents biologiques ou la transmission généalogique peut être impossible ou perturbée. C'est gentil, Nico, merci. Et coucou, maquillage, comment vas-tu? Ça va? En forme? T'as passé un bon week-end? On s'est pas trop vu la semaine dernière, je crois. Oh, ouais, ok. Ok. Adopté reçoit la transmission complète de ses parents biologiques. Ok, c'est intéressant. Très intéressant que la majorité ait choisi ça. Ok. Mais ça, je pense que c'est un sujet qui. Enfin, tu vois, t'as posé la question la dernière fois, Katsu, et je pense que je vais creuser un peu parce que c'est vachement intéressant. Donc, cette transmission-là, parfois, elle va être impossible. Et ça va être le cas donc pour un enfant qui a été adopté ou pour un individu qui va refuser de communiquer dès qu'il y a un traumatisme. On l'a bien vu, hein, les non-dits, les secrets, tout ça, ça va créer des répercussions pas ouf. Donc voilà, on refuse de communiquer s'il y a un traumatisme, voilà, ça peut créer une impossibilité de transmission. Et ces souffrances, elles vont amener l'individu à penser qu'il existe comme une malédiction sur lui et sa famille. Il va préférer se taire et chercher à effacer ce qui le gêne pour intégrer la logique sociale dans laquelle il évolue. Voilà, c'est genre un peu on se conforme et puis voilà, on a mal mais on laisse faire. Quel est l'impact du mariage entre deux individus de classes sociales différentes? Le mariage entre classes sociales différentes renforce la transmission. Il peut y avoir un problème de transmission. Il n'y a pas de transmission gênée par les différences de classe, où la transmission sociale devient plus fluide et sans obstacle. Tac, ouais. Mais moi ça va. Ah, qu'est-ce qui se passe, maquillage? Le moral? Le moral? Je l'avais, j'hésitais. Ah zut! Et coucou Ziglo! Et re-Peyo! Comment ça va? Mais ne t'inquiète pas, Peyo. Ne t'en fais pas. Déjà, je suis ravie que tu sois parmi nous. Tac! Ok. Donc on va constater aussi un problème de transmission dans le cas de ces mariages entre deux individus de classe, de milieux culturels et sociaux différents. Les enfants, ils vont avoir du mal à trouver leur place dans cet entre-deux inconfortable. Voilà, parce qu'il y a deux. C'est différent. Bon, après, on peut aussi bah, j'allais dire doser, mais c'est pas vraiment le terme. Mais bon, faut bien comprendre que la différence, ça peut être aussi une richesse. Il faut arriver, voilà, à bien l'intégrer aussi. Euh, Diantre que tu pollues. Oh là là, le retour de Peyo. Mais oui. Tac. Ok. On continue. Que désigne une impasse généalogique? C'est un phénomène où l'individu refuse de se conformer à ses racines familiales. C'est un processus où l'individu devient généalogiquement hors système.
C'est une situation où la transmission des valeurs ne passe pas, ou c'est une situation où un individu reste dans une position de classe sociale fixe. Ouh, tout ce que j'avais sur là est parti ailleurs. C'est donc ça. Mais non, pas qui marche pas depuis. Alors, c'est quoi cette peur maquillage? Ok. Ok. Et vous avez mis un phénomène de refus de... Ok, pas mal, pourquoi pas. Ouais. Ok, bon, c'est pas ça, mais ok. Donc, l'individu, il va être bloqué dans ce qu'appelle, de Kojlak toujours, l'impasse généalogique. Voilà. Donc, quand on est dans cette entre-deux inconfortable, on est dans une impasse généalogique. Celui qui va souffrir d'une névrose de classe, il va se sentir déchiré intérieurement entre son désir de réussir sur le plan social et sa loyauté envers la classe sociale de ses parents. Le conflit, il va apparaître en fait dès qu'un membre de sa famille change de classe. On va observer une opposition entre l'identité héritée du milieu d'origine et l'identité acquise par l'individu. Et c'est un conflit en fait entre l'idéal du moi, l'individu tel qu'il est perçu dans la projection de ses parents, et les exigences du surmoi, la crainte de trahir ses origines. Donc, pour donner un exemple, voilà, ça va être quelqu'un qui vient d'une famille, comment dire, pauvre, hein, clairement, et qui a des ambitions de devenir riche. Voilà, c'est vraiment, on prend un exemple vraiment bateau. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce qui peut se passer. Et voilà, on a comme, comme on en parlait la semaine dernière, ce sentiment peut-être de culpabilité aussi, de se dire, oh là là, ben moi je vais évoluer, mais je laisse la famille comme ça, comment, enfin, vous voyez un peu l'idée. Le pays a dû regarder pendant son absence. Oh oui, tellement. Pas tant que ça, en fait, j'ai très peu regardé si tu veux savoir. Et toc. Merci, Péo. Je sais pas, c'est ça qui me dérange. Ah, d'accord. Ok, donc c'est une angoisse peut-être, maquillage? Faut changer de yeux, je suis paumée. Ah, bah écoute, tu peux quitter le quiz et tu seras là la semaine prochaine, hein. Écoute, toi tu vas prendre les fautes de Julie. Mais Péo a toujours été très respectueux envers moi, envers cette Julie. On va passer à un autre sujet qui est le mythe familial. Mais qu'est-ce que c'est que le mythe familial? Une croyance qui détermine les décisions économiques de la famille, un rêve éveillé partagé par toute la famille qui façonne son identité, un récit historique transmis par la famille sur ses ancêtres ou une idée préconçue par les parents que les parents imposent à leurs enfants. Ok, bien joué. La personne qui a pu répondre. Donc, deuxième question. Je ne sais pas du tout. Ben oui, c'est un peu le principe de l'angoisse, effectivement, une peur qu'on n'arrive pas à définir. Il faudrait que tu te poses, que tu y réfléchisses et que tu essaies de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé déjà il y a 3-4 jours pour que ça vienne là et qu'est-ce qui pourrait t'angoisser en ce moment, hein. Non, pas tout le monde, non, Ziglo. Deuxième question. Quel rôle joue le mythe familial dans la famille? Il permet de maintenir une hiérarchie stricte entre les générations, il permet à la famille de se doter d'une identité propre, il sert à renforcer les traditions familiales sans impact sur l'identité, ou il est utilisé pour empêcher la famille d'évoluer individuellement. Bon, ça va. Les vautours s'en sont allés. Ok. Donc, le mythe familial, ça a été développé par Neuberger, et c'est une sorte de rêve éveillé que feraient tous les membres de la famille. Putain, j'arrive plus à parler ce soir. Bon, comme souvent, mais là j'ai du mal. Ce mythe, il va se transmettre d'une génération à l'autre, nuancé par chaque individu, mais respectant la loyauté de l'histoire familiale. Il va assurer la cohésion au sein de la famille et permet à cette famille d'avoir sa propre identité et de se différencier des autres. Le mythe, il change avec l'évolution des membres de la famille, de l'époque, du contexte, et c'est lorsqu'il n'évolue plus que la pathologie apparaît. Et donc la fixation du mythe familial, il correspond à une coupure avec le monde extérieur, sans possibilité d'évolution. Et dans des cas extrêmes, on peut observer une folie familiale qui se transmettra au fil des générations. Donc on a noté 4 catégories de mythes. Donc on va faire 4 questions pour savoir quels sont donc ces mythes. Que dit le mythe de la transparence dans une famille? Alors, c'est encore à cause de... Mais bien sûr, Katsu, il fait régner l'ordre ici. Jamais je ne pas passer à penser qu'on a de mal à propos de Julie. J'aurais souhaité savoir la pensée qu'il peut avoir sur les gens. Et si malgré son seul caractère, ses phrases colériques sont hystériques. Non, mais goûts musicaux, ils sont bien, arrête.
Non, t'as vu, je dis rien sur le reste, mais les goûts musicaux, quand même, non, 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 on va pas parler de ça. Non. Et oui, il me régale. Oh, bien joué. Effectivement, le mythe de la transparence, oui. Nous ne cachons rien, nous parlons de tout, nous disons tout. Voilà. Bon, après, ça ne peut être qu'un mythe, mais dans ce type de famille, ça m'étonnerait qu'il y ait trop de secrets ou de non-dits, etc., etc. Alors, le mythe de l'harmonie. Et j'en rajoute ses goûts cinématographiques. Je ne connais absolument tes goûts musicaux. Ah, mais tu vois, clic, clic, pop. C'est pas vrai. Oh là là, chacun ses goûts, surtout cinéma, je préfère ceux du... Ah, merci, merci. Mais voilà, Katsu, il est toujours avec moi. Bon, pas toujours, mais bon, il fait en sorte. Il sait qu'il mange pas sinon, donc voilà. Nanana, ouais. Bien joué, effectivement. Donc le mythe de l'harmonie, nous sommes une famille heureuse et unie, nous comptons sur la famille pour s'entraider. Bon, ça fait des familles un petit peu trop fermées, peut-être, mais voilà, à développer, hein. Mais que dit le mythe de la négation dans une famille? C'est pas totalement faux, mais ça ne résume pas mes goûts musicaux, voyons. D'ailleurs, j'ai vu un bon film récemment, Asbestas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, c'est bien, je suis fière de toi. Mais non. Asbestas, qu'est-ce que c'est que ça encore? Asbestas. Ouh là là. Ouh là là. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Donc le mythe de la négation, nous ne sommes pas une famille, nous sommes une famille de fous, nous n'avons rien d'une famille. Plutôt sympathique. Maintenant, le mythe de la méfiance. Le mythe de la négation, je ne comprends pas bien là. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est 4 catégories et c'est les phrases typiques de ce que peut être une famille qui vit un mythe de négation. Nous ne sommes pas une famille, tout simplement. Nous n'avons rien d'une famille. C'est des personnes qui... J'ai pas les mots, punaise. Une famille qui s'entrechoque, qui ne peut pas s'encadrer, qui brise les liens. Voilà, nous ne sommes pas une famille. Négation. Voilà, effectivement, le mythe de la méfiance. Nous ne pouvons faire confiance à personne dans cette famille. Méfie-toi de lui, d'elle ou d'eux. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons passer au nom de famille. Quel rôle joue le nom dans l'identité d'une personne? Il permet une lecture de l'identité donnant des indices sur sa lignée. Il est uniquement utilisé pour des raisons administratives. Il est un choix arbitraire sans impact profond sur l'identité où il détermine la place sociale de l'individu au sein de la famille. Gère une ferme biologique. Ok. Alors, le nom dans... On parle du nom de famille, hein, donc déterminer la place sociale de l'individu au sein de la famille, non, clairement pas. Ça, c'est sûr que non. Parce que le nom, enfin, bon, on va l'expliquer, mais ça ne détermine absolument pas la place. Donc, le nom, il nous permet une lecture de notre identité, c'est un indice de révélation sur soi et sur l'inconscient familial. Les prénoms et les noms, ils sont donnés par autrui. Le prénom par les parents, et le nom par la lignée paternelle. On reçoit le nom de notre père, pas de la mère. Bon, maintenant, voilà, mais voilà, bon, on va dire jusqu'à il y a quelques années encore. Donc, depuis le XIe siècle, le nom, il était systématiquement transmis par le père. Ah ben, vous voyez, depuis 2005, les parents ont le choix de donner à leur enfant le nom du père, de la mère, ou même les deux. Voilà. On constate avec cela l'évolution de la société et l'importance que l'on accorde à présent à la mère dans l'identification de l'individu. Voilà, parce que oui, la mère, elle était là aussi, quand même, c'est plutôt cool. Donc symboliquement, ça va entraîner aussi une considération différente du rôle et de la place du père dans la famille, dans la société. Mais aussi de la mère, du coup. Et donc les rôles et positions des parents deviennent alors équivalents. Depuis ma rando de dimanche, j'ai des ampoules aux pieds, grandes comme des doigts. Ah ouais, non, mais je ne me prépare pas, moi, rien que d'y penser, là. Ouh là là, les ampoules, ça fait mal en plus, hein. Alors, le prénom. Que dit le dictionnaire à propos du prénom?
Il est choisi pour honorer les ancêtres et maintenir des traditions. Il sert uniquement à faciliter les interactions sociales. Il est choisi uniquement pour son originalité et son esthétique, où il permet de différencier l'individu du reste de sa famille. C'est des dos de pied, je crois. Faut que tu te cornes les pieds. Oh là là, ah, c'est dégueu. C'est dégueu. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ça donne envie. Pourquoi on reparle de pieds encore? Ok, effectivement. Ok. Ok, ok. Donc, effectivement, le prénom, il permet de différencier l'individu du reste de sa famille qui porte le même patronyme. C'est donc aussi la place de l'individu dans la famille qui est définie. Sa différence avec les autres membres portant le même nom de famille. Dans la famille, on a le même nom, on n'a pas le même prénom. Bon, après, on a toujours les cas particuliers, n'est-ce pas? Mais c'est quand même assez rare. Donc, derrière notre prénom, il va se cacher de nombreuses informations. Il a choisi, pour quelle raison, en référence à quelqu'un, à quelque chose, et donc on va essayer de découvrir ça à présent. Bientôt Julie, pied thérapie. Non, 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 on ne parle pas de pieds. Stop, plus les pieds. Deux questions. Que révèle notre prénom? Il détermine uniquement le genre de l'individu, il révélerait la projection inconsciente des parents sur leur enfant, il est souvent choisi en fonction de la popularité à un moment donné, ou il reflète l'influence de la société ou des tendances sur la famille. Ah, ça me dégoûte. De toute manière, en vidéo, qu'est-ce que je fasse avec des pieds? Bon, j'ai des idées, mais non. Quelle horreur. Ouh, alors là, on a tout. On a de tout. Et effectivement, on va développer, hein. On va faire la deuxième question. Ouh là là! Ah bah d'accord, on a une remontada. Bien joué. Que signifie le fait de nommer un enfant en référence à quelqu'un d'autre? Ça symbolise une rupture avec les générations précédentes, ça renforce une séparation entre l'enfant et ses parents, ça permet d'imposer une tradition familiale rigide où on établit des correspondances souvent inconscientes avec cette personne. Venez avec vos pieds et vos problèmes. Oh là là, ça me dégoûte, hein. Bon, arrêtons. Ça suffit. Bon, les prénoms. Je pensais que ça allait vous intéresser, les prénoms. Je trouve ça hyper intéressant, moi. Oh là là, et vous me parlez de pieds. Donc, le prénom, ça révélerait la projection inconsciente des parents sur leur enfant. On fut un temps, on prénommait les enfants en l'honneur d'un ancêtre. Et de cette façon, ben, l'enfant, il portait l'héritage de son aïeul. Ça pouvait être positif, mais quand même assez problématique lorsqu'il y a des cas de fantômes dans la généalogie. Donc, en nommant un enfant en référence à quelqu'un, on va établir des correspondances, un destin, voire même une mission parfois. Imaginez encore une fois le poids qu'on se trimballe. Donc de cette façon, finalement, on s'assure de ne pas lui donner un nom propre, mais bien celui d'un autre. L'enfant, il va porter en lui des rêves de réussite ou bien des tâches abandonnées à accomplir de la personne en question. Voilà, je vais l'appeler, je sais pas, Robert, comme le grand-père machin, qui rêvait de faire ceci, ça. Et puis, on va tout projeter sur le gamin à qui on voudra qu'il fasse ça. Bon, en gros. Tu peux appeler ton enfant pied. Mais ça va pas. Merci Nico. J'espère que ça va me reconnaître pied ces enfants. Oh, il y en a qui veulent l'appeler Nutella. Oh, mais Ziglo, tais-toi, c'est pas possible. Donc, beaucoup portent ainsi des prénoms d'ascendants mal morts dont il faut rétablir la mémoire d'une manière ou d'une autre. Et dans la vie de l'individu, on va observer alors certains signes concordants avec le prénom donné. Ça, c'est dû à toutes les projections que la famille va faire sur ce prénom et cette personne qui récupère le prénom d'un ancêtre. Donc avec les prénoms, les contextes sociaux et culturels, enfin, non, j'ai mal formulé. Avec les prénoms, on va justement découvrir tout ce qui est contextes sociaux et culturels, et on arrive facilement à comprendre pardon, la différence entre Stanislas, Mohamed, Jordan, Kevin. Voilà, d'office, l'individu va être inscrit dans un cadre. Voilà, prochaine question. Que suggère le fait de porter un prénom de saint? Par exemple, mon prénom, c'est à cause de Claude François. C'est vrai? C'est pas vrai.
Je rigole tout ça avec vos bêtises. Jean Mouloud. Voilà, Jean Mouloud aussi, on comprend de suite. Donc, les prénoms de le porter un prénom de saint. Il indique un héritage spirituel, il montre un désir d'appartenance à une élite religieuse, ça reflète une forte connexion avec la tradition religieuse, ou ça peut indiquer un destin lié à la recherche de la perfection, du sacrifice. Oui. Alors, je vais pas tous vous les faire, mais bon, on a Jésus, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jésus, Christian, voilà, le Christ, tout ça. Si j'avais été une fille, ça aurait été mieux. Oui, bah oui, ah mais c'est vrai, oh incroyable, trop drôle. Donc Jésus, Christian, tout ça, tout ça. On va retrouver des destins de personnes qui cherchent la perfection, le sacrifice, les missions humanitaires. Il sera intéressant d'effectuer des recherches sur le saint en question afin d'appréhender les contenus inconscients dans ce choix des parents. C'est pas bien, quand même, de donner le prénom d'un saint à un enfant. Trésor. Ouais, Jésus, Marie. Putain, on continue. Que symbolisent les prénoms de roi ou d'empereur? Alors, ils symbolisent une famille monarchique actuelle. C'est l'état de titre obtenu par le passé associé à une lignée prestigieuse. Ils indiquent une volonté de renouer avec un passé royal imaginaire où ils sont choisis pour exprimer la réussite financière de la famille. Ok, on est pas mal. Donc là, c'est prêt. Je préférerais du coup une question me brûler. La tueuse de vote, elle finit son aventure. Mais non! Bah, Bounty, on t'a attendu, hein. Franchement, déception! Et c'était pas samedi, hein. C'était vendredi. Moi, j'étais pas là non plus samedi. C'était vendredi, on était là, il est où Bounty? Il est où Bounty? Non, c'est pas fini. J'ai passé la soirée sur un combat que j'ai pas fini. Voilà, ma vie, c'est réussir à passer un combat au bout d'une semaine de stream et puis recommencer, encore et toujours. Je fais voir. J'ai fait voir le film Le Prénom à Julie. Ouais, j'avoue, j'ai kiffé en plus. Mais deuxième, une affaire urgente m'a retenu. Mais ne sois pas désolé, Bounty, on te charrie. Attends, il y a des priorités. On va pas les regarder avec ses fautes de frappe. Bah, Benito, t'inquiète pas, il est sur le même combat encore, t'inquiète pas. Mais il a pas vu le début. Il a pas vu le début, mais au moins il verra le combat la prochaine fois qu'il viendra. Donc, les prénoms de roi ou d'empereur, ils vont faire état de titres de noblesse obtenus par le passé. Souvent, ça va servir à honorer un ascendant qui aura justement sacrifié sa vie pour sa famille. Par exemple, on peut avoir des pères qui dira à son fils, ben, j'ai choisi Arthur en pensant au roi légendaire Arthur. Voilà, par exemple. Ça sera encore dans 6 mois. Mais non, non, surtout pas. Ça reste commun comme prénom. Tu trouves? Tu es sur quel combat? Celui sur Ombrecoeur. Ou soit faut livrer Ombrecoeur, soit tu te bats. Mais je vais pas livrer Ombrecoeur quand même, tu vois, le pauvre. Aujourd'hui, je ne le tenterai pas. Mais dans le film Le Prénom, justement, c'est pas moi qui le dirais. En Italie, c'est pas. Eh ben voilà, oui, bien sûr, en Italie. Bien sûr. On n'est pas en Italie ici, on est en France. Quel est l'impact des prénoms de héros sur l'individu? Ils vont révéler la projection inconsciente des parents. Ils sont utilisés pour donner à l'enfant une identité forte. Ils sont choisis pour leur sonorité agréable, où ils symbolisent la volonté des parents de créer un enfant populaire. C'est Benoît, pas Benito. Oui, voilà, tout à fait. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Ça suffit! Ça suffit. Ok. Ok. Ouais, c'était intéressant ce que vous racontez là. Ok. Donc, je suis où? Ah oui, je suis là, pardon. Donc, héros de littérature ou du cinéma, on va observer une projection des parents qui auront choisi le prénom avec tout le cadre imaginaire autour, rêvé, fantasmé. Et donc là, il serait intéressant de faire des recherches sur le livre ou le film pour trouver les multiples interprétations cachées derrière ce prénom qui pourrait paraître simple. Pareil en France, ça doit falloir qu'en Allemagne, c'est sondage. Pourquoi j'appellerais Comment Julie appellera comment ça? Tu veux que je fasse un sondage? Mais vous pouvez pas répondre. Super Jordan. Bon, ok, on continue. Qu'est-ce qu'un prénom androgyne? Il reflète un désir de contrer les stéréotypes de genre. Ils peuvent être portés indifféremment par un homme ou une femme. Ils montrent une tendance à se conformer aux attentes sociales ou ils sont choisis pour des raisons pratiques. Jordan, c'est mignon après.
Non? Alors, effectivement, donc ces prénoms, les prénoms androgynes, ils peuvent être portés indifféremment par un homme ou une femme. Il y en a deux sortes, ceux dont l'orthographe est identique, Claude, Camille, Dominique, voilà, c'est porté par les hommes et par les femmes, mais ça s'écrit de la même façon, et ceux qui ont la même prononciation, mais pas même orthographe. Michel, Michel, Gabriel, Gabriel. Donc, ces prénoms, ils cachent souvent les attentes des parents sur le sexe de l'enfant. Par exemple, bah, ça devait être un garçon, mais c'est une fille, et inversement. Et parfois, bah, il y a aussi des déceptions qui vont accompagner cette découverte. N'oubliez pas, on en a parlé, c'est aussi de la projection qu'on peut faire sur l'enfant à venir, et la déception, et tout ça, tout ça. C'est pour ça qu'il faut rester assez ancré et pas trop se projeter. Que ce soit quand on a des enfants, ou pour plein d'autres choses. On peut faire des jeux de mots douteux. Lequel? Kylian, Cindy et Brice. Frédéric et Frédéric, tout à fait. Bon, ça, c'est des prénoms du Nord. Kylian. Bah, Kylian, j'en ai un, le petit Kylian au-dessus, là, apparemment, qui a fait son anniversaire. Oui, non, je dis ça parce que j'avais un ballon, joyeux anniversaire Kylian, sur mon balcon. Jean, Ok. Ces prénoms particuliers peuvent parfois dissimuler une peur de la mort, des abus, des enfants de remplacement, etc., etc. On va prendre l'exemple d'un garçon qui est prénommé Camille, en référence, alors déjà lourd le truc, en référence à une grand-mère décédée la même année que celle de sa naissance. Déjà lourd, c'est lourd. Donc il va hériter de tout un réseau de correspondance avec elle. Ici, la priorité des parents, ça n'aura pas été de donner une nouvelle vie, en donnant la vie à un nouveau bébé, hein, mais de prolonger celle d'avant, donc celle de la grand-mère qui est crevée, hein, parce que bah, c'est la vie, hein, malheureusement. Donc ces prénoms ambigus, ils peuvent être responsables d'une difficulté à trouver sa place dans l'arbre familial. Ces prénoms-là, comme tous les autres aussi en soi, là on parle de Camille parce que c'est androgyne, voilà, mais ça peut être ça pour tous les prénoms, peu importe lesquels. Hein. Maintenant les enfants cherchent dans la télé. Oui, arrête, malheur, n'en parle pas. Le pire que j'ai vu, c'est une femme qui avait nommé sa fille Chun-Li. Tu entends ça au parc, ça fait bizarre. J'appellerai pas mon enfant Nabila Ouat. Bah, tu sais. Même un chien, je lui donne pas ça. Alors, que signifie le choix d'un prénom hors du commun? Ah ben voilà, est-ce que Chun-Li ou Nabila, c'est des prénoms hors du commun pour vous? Et elle tapait les autres enfants à coups de pied. J'imagine un peu le délire. Donc, prénom hors du commun, c'est choisi pour des raisons culturelles ou ethniques spécifiques, ça exprime un désir de se montrer différent et original, ça reflète un besoin de simplicité et d'anonymat, ça représente un choix lié à une mode ou une tendance sociale passagère. C'est vrai, c'est vrai que Bounty s'appelle Noël. C'est vrai, ça c'est pas fou aussi. C'est incroyable. À tous les côtés. C'est vrai que là, enfin Noël, non quoi? Parce que je veux dire, est-ce qu'on pourrait pas mettre ça dans la catégorie des saints, mais il n'y a pas des saints de Noël en soi, c'est plus complexe que ça. Hein. Est-ce que ça serait du hors du commun plutôt? Qu'est-ce que ça pourrait être Noël? Johnny, c'est un perso de Street Fighter, jeu de combat très connu. Voilà, oui, ça je sais, du coup, personnellement. Donc, les prénoms hors du commun, souvent excentriques et originaux, en fait, ça en dit long encore une fois sur la projection des parents. Ils peuvent exprimer un désir de se montrer différent et original. Parfois un peu trop, hein, voilà. Donc, là, il n'y a pas de question. Donc, on a aussi les diminutifs ou les surnoms. Ça va être pratique, affectueux, les surnoms ou diminutifs, en fait, ils vont en dire long sur l'inconscient familial. On va prendre l'exemple, encore un bon exemple, d'un enfant qui va être prénommé Jean-Christophe. On va le surnommer JC, on va le surnommer Jean, on va l'appeler Jean-Chris, Chris, enfin voilà. Et tout ça, bah déjà par exemple, juste JC, ça va renvoyer à Jésus-Christ, forcément. Et donc il peut être projeté sur lui une figure et un contenu christique, dont le sens du sacrifice. En fait, les diminutifs, ils diminuent justement, ils peuvent parfois tronquer l'individu d'une partie de lui-même. Et sans le savoir, ben, l'entourage l'invite à rester petit. Tout ça, c'est de l'analyse plus, attention. Mais quand on y réfléchit, parfois, bon, voilà, ça peut être le cas. C'est la même chose pour les surnoms affectueux. Ma puce, mon chat. Euh, il faut découvrir le contexte et comment les parents ou le partenaire considèrent ben, leur enfant ou leur compagnon. Voilà.
Ça, c'est le petit truc qui va foutre un peu la merde. Euh, Tac, tac, tac. Ouh là là. Alors, tu dois t'éclater en décembre juste pour acheter mes cadeaux à ta mère. J'ai l'impression qu'on appelle. Non, c'est ça qui est comme. Le nombre de vins est en train de continuer souvent pour en faire aussi. Oh, mais non, le pauvre! Si son nom est en prénom, il va finir tueur en série. Aussi, voilà, on a ces théories-là. Vas-y, juste sur Furosana m'a forgé aussi. Ah ouais? Tac, tac, tac. Donc, prochaine question. Que se passe-t-il lorsque l'enfant porte le même prénom qu'un parent? L'enfant porte le même prénom pour respecter une tradition familiale. Ça reflète un désir d'honorer uniquement la mémoire du parent. L'enfant peut devenir comme son clone. L'enfant essaie de surpasser le parent en s'en éloignant. Tu rêves ou quoi, Pupus? T'as craqué ou quoi? Non. Et toi, c'est quoi? Alors, ok, ok, intéressant. Donc, l'enfant qui va porter le même prénom qu'un parent, il va devenir comme son clone. Toute sa vie, il va devoir démêler ce qui lui appartient de ce qui appartient à son parent. Par exemple, un parent qui choisit le prénom d'un aïeul afin de remédier aux lacunes de celui-ci, ben, on va se retrouver face à une double contrainte. L'enfant, il va devoir simultanément être comme son aïeul et être également son opposé. Bon, grosse charge encore, parce que voilà, là on charge encore un enfant de tout le passé d'une autre personne. Lourd, c'est très lourd. Que signifie porter le prénom d'un enfant mort-né avant lui? L'enfant se voit comme le précurseur d'une nouvelle génération. Ça désigne un prénom qui renforce le lien généalogique. On parle d'un enfant de remplacement où ça montre que la famille ignore la souffrance du décès précédent. Ma lumière, non mais c'est sérieux, Katsu? Pas mes parents, moi, même mes amis, oui. Ta lumière? Pupus? Attends, quoi? Attends, on t'appelait Pupus ou lumière? Voilà cette question. Ah ben oui, hein, on n'est pas là pour enfiler des perles, là. Donc effectivement. Donc, quand on porte le prénom d'un enfant mort-né avant soi, on parle d'un enfant de remplacement. Il faut donc bien distinguer ce que cet enfant reprend de cet héritage et à quel point son propre destin sera caché par la mission d'être son frère ou sa sœur. Le quotidien de l'individu, il va montrer de nombreux signes de dualité, notamment avec les problématiques d'attirance pour la mort, pour rejoindre l'enfant décédé avant lui, mais aussi les autres formes de fuite du réel, dans les drogues ou la folie. Voilà, c'est le moment un petit peu. Alors, à présent, on va parler des lieux. Il n'y a pas de question là-dessus. Je n'ai pas trouvé quoi, comment, qu'est-ce. Donc, ça vous est peut-être déjà arrivé de connaître cette sensation de vous sentir bien dans un endroit, mais genre vraiment bien, ou au contraire, pas du tout, et d'être vraiment très très mal à l'aise. En fait, dans certains lieux, on peut percevoir des mémoires, des sensations qui rassurent ou qui incommodent. Donc, il y a certaines personnes qui vont toujours vouloir rester sur leur lieu de naissance, jamais bouger, pour jamais partir, tandis que d'autres chercheront toujours à s'en éloigner. C'est intéressant de demander à quelqu'un pourquoi tu habites là. Généralement, les réponses vont être très logiques et banales et elles vont être en lien soit avec le lieu de naissance, le travail, un bon investissement, un côté pratique. Mais rares sont ceux qui vont vraiment s'interroger davantage sur leur lieu de vie. Et donc, comme pour le prénom, faire des recherches sur un lieu, ça peut révéler une partie cachée de l'inconscient individuel et familial. Et pareil pour les lieux de conception et de grossesse, le lieu de naissance, est-ce que c'est à la maison, à l'hôpital, dans les transports, en ville, le lieu de rencontre, de mariage, de lune de miel, le lieu de décès, de sépulture, tout ça, ça peut fournir de très nombreuses informations et détails sur cet inconscient et nous permettre de faire des liens avec notre histoire. Par un surnom. Mais donne-le ton surnom! Je t'appelais comme l'enfant que j'étais envoyé avant toi qui est mort et dont tu dis qu'un parole que j'entendrai. Tu sais, Pélo, ça arrive très fréquemment. Le prénom de l'ex pour le gosse. Ça, c'est terrible. C'est un morceau de mon nom de famille. Ok.
je vais réfléchir. Je ne dirai rien, mais je vais réfléchir. Ah, je sais, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Tu vois, sans aller, je me suis souvenu de ton nom, j'ai pas eu besoin d'aller fouiller, et c'est bon. Ok. Ah, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce que la famille de cœur? Elle se réfère uniquement à des relations de parents éloignés. Elle désigne des amis proches qui prennent des responsabilités familiales. Elle représente les liens affectifs avec des personnes extérieures à sa famille biologique ou elle est composée uniquement des personnes ayant le même nom de famille. Bah oui, du coup, c'est pas très compliqué. Ouais. Quand on fait des séances de psychogénéalogie, quand on demande déjà de faire l'arbre généalogique, donc le génosociogramme, on va demander aussi de faire l'arbre pour la famille de cœur, parce qu'elle peut être tout aussi importante. Et la famille de cœur est très importante dans l'histoire de l'individu, hein. Donc, on va souvent parler de notre famille, hein, nos parents, nos frères et sœurs, nos grands-parents, tout ce qui va être lien du sang, les cousins, les machins, là, là. Mais il y a aussi donc notre famille de cœur. Et celle-ci, elle va mettre en évidence les liens affectifs qu'on peut avoir avec des personnes qui sont extérieures à notre famille. Ça va comprendre des proches, les amis, parfois de vieilles relations qui sont terminées mais qui ont beaucoup compté. Et donc réfléchir sur sa famille de cœur, ça permet de voir comment on perçoit notre entourage. Le simple fait d'identifier qui on aime, de qui on pense être aimé, ça nous amène à comprendre certaines choses concernant nos relations. Voilà, donc la famille de cœur, quand on va la dessiner, ça va être vraiment les personnes proches, mais ça peut être aussi ces personnes qui sont, comment dire, je vais dire, qu'on fréquente pas forcément, mais qui ont compté à un moment donné. Donc voilà, on peut les faire apparaître un petit peu plus loin. Enfin, c'est intéressant de voir le dessin d'une famille de cœur. C'est un mouvement dans l'art, Julie. Quoi? La famille de cœur? Quoi? De quoi on parle? Alors là, on passe à un autre thème intéressant. Quand la problématique de la rivalité devient-elle la plus évidente dans une famille? Là, on va parler jalousie. Donc la rivalité, elle va se manifester dans les relations fraternelles sans enjeu matériel, lors d'un héritage ou face à une injustice perçue au sein de la famille. Ça apparaît lorsqu'il y a une différence de statut social dans la famille, ou elle n'émerge que lors des grandes célébrations familiales. Un mouvement dans l'art. Attends. Je vais voir alors parce que peut-être que je confonds. Enfin, pas que je confonds, mais que c'est pas le bon nom qui me vient. Attends. Attendez, pause, hein. Et non, j'ai confondu le A avec le E. Pour moi, c'était E. Du coup, c'était... Bah, je sais pas. Putain, ça y est, ça va me faire un truc à réfléchir pendant un moment. Donc oui, effectivement, on va faire la deuxième question. Et on fait le blabla. Donc, comment se construit un individu jaloux? Il se construit en imitant les autres. Il cherche à se distinguer par des actions uniques. C'est lié à un manque d'affection ou ça se construit par comparaison constante. Pas bien impressionnant non plus, c'est normal. Un mouvement dans l'art. On peut pas t'appeler par la dernière partie de ton nom, c'est pas un surnom, c'est chelou. Minimal. Alors, parmi toutes les problématiques transgénérationnelles, on va retrouver fréquemment celle de la rivalité, qui va se révéler souvent en fait, au moment d'un héritage ou face à une injustice. Combien on a entendu de familles se déchirer au moment des héritages, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, l'individu jaloux, il va se construire par comparaison. Plutôt que d'accepter une dépression, par exemple, l'individu il va devenir jaloux de ce qui lui a manqué et développer un caractère agressif. La jalousie, elle va se dissimuler dans des contenus inconscients refoulés, parce qu'elle n'est pas acceptable dans notre société. C'est mal vu d'être jaloux, c'est pas très bien accepté. Et donc on va l'observer dans le jugement, la médisance, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, le harcèlement. Euh, et donc pour trouver l'origine de cette jalousie, il va falloir rechercher dans son arbre la blessure à l'origine de ce sentiment. Et là, la psychanalyse, ça faisait longtemps, elle relie la jalousie à une blessure narcissique vécue par l'enfant
envers sa mère, celui-ci ne pouvant pas l'avoir pour lui tout seul. Et oui, faut pas oublier que, voilà, on a un bébé, il y a deux parents, il y a le complexe du type, tout ça, on veut épouser notre mère, tuer le père, et donc, on veut notre mère pour nous tout seul, enfin le garçon hein, généralement. Et du coup, bah, là, la jalousie, elle se développe bah, parce qu'il y a un père au milieu, et ça fait chier. Donc voilà, ça pourrait venir de là. Mais dans certaines familles, bah, la jalousie, c'est simplement bah, un mode de fonctionnement. Lors des repas, par exemple, ils vont développer une médisance permanente, on va dire du mal des autres, et c'est normal. Voilà, il y a beaucoup de gens comme ça. Dire du mal des autres, c'est une passion. Dadaïsme. Ah, je le connaissais pas. Bah, c'est possiblement ça. On peut pas l'appeler dadaïsme, mais peut-être dada, du coup. Je connais bien ça, malheureusement. Ah! Alors, toi, tu ressens de la jalousie ou on ressent de la jalousie? Je connais des noms, mais ça veut pas dire que je sais, tu peux t'appeler Monsieur Fauve dans le fauvisme. Là, moi, ça me paraît pas évident. Compliqué sans connaître mon nom. Bah, c'est ça, brutalisme, cubisme. Non, mais c'est bien, tu me donnes des trucs. Dadaïsme, minimaliste, mini. Ça pourrait être mini, hein. C'est juste être français. Aussi, les Français sont pas mal avec ça aussi. Alors, on va passer à une autre thématique, l'avant-dernière thématique. Non, pas moi. Ok, donc tu connais des gens qui sont jaloux. Ok, ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Donc l'inconscient et le corps, ça c'est un sujet qu'on a souvent abordé. Vous le savez, le corps, il va exprimer de nombreux contenus inconscients et qui peuvent pas passer par la pensée ou la parole. Et quand ça peut pas passer par là, ça s'exprime par le corps. On l'a vu pendant très longtemps, ce sujet-là. Notre aspect physique, il est lié à notre histoire et à notre généalogie. On va pouvoir remarquer chez des personnes d'éthique, une façon de parler, de se toucher les cheveux. Et en fait, ça va être des façons de faire qui est comme le père, la mère, la grand-mère, enfin voilà, des personnes de la famille. Bon, après, vous le savez, quand on grandit, on se développe et on se construit par mimétisme aussi. On fait comme ce qu'on voit. Hein. Donc voilà. Euh, donc il va être intéressant d'être attentif aux défauts physiques ou aux maladies chroniques qui peuvent être très révélatrices. Donc, bon, j'ai pas la source. C'est qui a dit ça? C'est Freud? C'est peut-être Freud. Je pense pas. Non, ça doit être ancien. Donc on a une citation, pourquoi je ne l'ai pas notée, je ne sais pas. La maladie est toujours la manifestation d'un dérèglement généalogique qui va d'une simple réaction à un événement familial à l'expression corporelle d'un secret de famille. Donc on réagit à un événement familial et ça va s'exprimer corporellement bah, par le secret de famille. C'est quelque chose. Hein. Donc, comme on l'a vu ça aussi, la libération et la reconnaissance du traumatisme qui est passé, ça aidera à libérer le corps bah, de ses empreintes. Et donc, vous pouvez, ça c'est un petit exercice, voilà, si on veut s'amuser, on peut se prendre à prendre plusieurs photos de soi à différents moments de sa vie, donc enfant, ado, adulte et à différents âges, et de les comparer avec les photos des ascendants. Et il est fort probable que vous tombiez sur des choses assez intéressantes. Et il y a Freud, ça faisait longtemps aussi, qui écrivait celui dont les lèvres se taisent bavarde avec le bout de ses doigts. Il se trahit par tous les pores. Je trouve ça très intéressant. Voilà, Papa Freud n'a pas dit que des bêtises. T'as vu Mini? Non, non, non. Mais moi je l'ai pas vu. Mais je vais pas balancer ton nom de famille. Tu vois? Et je vais pas dire que je pense que c'est tel truc, sinon ça donne le début ou la fin de ton nom, c'est pas bien. J'essaie de te couvrir. Allez, inconsciemment, je connais ça, les corps inconscients. On a le droit de connaître le type d'art pour aider. C'est trop simple. Tu vois, jamais rien boire chez toi. Qui te dit qu'elles ont bu? Non, mais Julie qui dit que ça pourrait être ça alors que c'est encore en rapport avec mon nom. Ben oui. Ben, je peux te dire ton nom si tu préfères aussi. Enfin, tu vois, à un moment, tu réfléchis ou pas? Donc, on va finir avec le dernier thème. Donc, on a deux dernières questions. Donc, psychogénéalogie et couple. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de couple. Donc, on fait une première question. Qu'est-ce que le couple? Le couple, il doit avant tout préserver les traditions familiales. C'est une union imposée par des facteurs extérieurs. C'est une alliance de deux individus qui ont choisi d'être ensemble. Ou c'est destiné à remplir des rôles sociaux traditionnels. Bon, ben voilà. Ok, je suppose que tu as trouvé alors. Mais je pense, du coup,
Bah, le couple dans le moteur, c'est le rapport entre la puissance et la transmission. Non mais vrai. Voilà, c'est bien. Ouais, vous faites des bons scores quand même, hein. Bon, il y en a un qui a été perdu, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas mal sinon. Donc, le couple, ça va être une alliance de deux individus qui ont choisi d'être ensemble. Et en psychanalyse, le choix d'un partenaire, ça relèverait des déterminismes du passé de l'individu, le poussant vers l'autre. Donc, au cours d'une thérapie, il va arriver qu'on comprenne que le choix d'un partenaire, c'est peut-être le geste le plus prédéterminé de notre histoire. En fait, on a cherché, sans trop s'en apercevoir, à résoudre des problématiques familiales en les répétant et en les transformant. Donc le couple, il va dépendre d'un choix d'objet. Soit un choix d'objet narcissique, je l'aime parce qu'il est comme moi, ou un choix d'objet d'étayage, je l'aime parce qu'il est comme un père ou une mère pour moi. Génial. Tout. Balance son surnom Julie. Je... Ah, je sais pas. S'il veut bien que je le dise, je le dis. Le surnom, pas le nom, hein. Le couple, c'est la puissance du moteur. Ils vont vraiment... Non mais... Et qui tient le... C'est pas le que... Ok, dernière question. J'en peux plus. Que révèlent souvent les conflits dans un couple? Je fais le blabla et on verra les résultats, hein. Donc les conflits, c'est des problématiques familiales héritées ou non résolues, une incompatibilité de caractère sans lien avec l'histoire familiale. N'oubliez pas qu'on est en psychogénéalogie, hein. Donc on reste dans le thème, évidemment, si jamais. C'est un manque d'amour dans le couple sans lien avec la famille ou c'est des différences d'intérêts professionnels. Qu'ils n'ont pas consulté Julie. Exactement. Mais une fois qu'il y a des conflits, autant venir me voir. Effectivement, ça s'arrange pas mal généralement après. Hétérorigine. Je vous mets le classement après. Mais je pense que vous le voyez déjà. Peu importe. Donc, effectivement, les conflits dans le couple, ils sont bien souvent révélateurs de problématiques familiales. Parfois, même, y a chacun des partenaires, ils appuient sur ce qui fait mal en ravivant des blessures inconscientes que chacun devra comprendre et accepter afin de les transformer. En travaillant avec la psychogénéalogie, l'individu pourra comprendre quel rôle il joue et quelle est sa responsabilité dans tout ce qui va être dysfonctionnement de son couple, surtout s'il a tendance à toujours accuser l'autre. Ça va lui permettre de reprendre le contrôle et pouvoir rétablir des bases saines dans sa relation à l'autre. Alors là, on va checker quelques petites analyses. Quand il y a une problématique de parentification, donc où le partenaire joue le rôle du parent et l'autre de l'enfant, hein, ça on l'a vu ce terme-là, l'individu peut trouver l'origine de ce rapport affectif dans un deuil non fait 2 ou 3 générations plus tôt. Ce sont des exemples, hein, un peu balancés comme ça. Un couple qui est paisible, peut-être un peu trop, il pourrait cacher des secrets ou à hériter d'un secret à garder. Dans ce type de relation, où règne le silence généralement, il va être intéressant de s'interroger sur certains événements qui auraient pu traumatiser la lignée. A l'inverse, un couple qui sera toujours en conflit, ça va renvoyer à des problématiques d'opposition dans le passé, comme par exemple une incapacité à trouver un partenaire ou une vie de famille. Il peut être question d'une crainte de s'engager, liée à une déception intérieure, ou à l'infidélité d'un aïeul qui amène le descendant à toujours se méfier des autres. Et enfin, pour les mères célibataires, il serait intéressant de travailler sur les besoins de faire sans l'autre. Voilà. On a des mères célibataires qui sont très contentes de l'être, d'autres qui le sont un peu moins. Enfin voilà, c'est un sujet très intéressant aussi. Donc, bien joué à vous, en tout cas. Donc, nous avons en troisième place le boa fabuleux, suivi de l'escargot noble, et enfin, en première place, nous avons le coq puissant, suivi du hibou et de l'aigle. Bien joué à vous. On va se remettre en mode tranquille. Vous avez un petit... On va faire le sondage, et on se quittera gentiment. Et après, je vous lis. Je fais le sondage et je vous lis. Je lis vos bêtises. C'est où les sondages? Sondage. Nouveau sondage. Je connais plus mes sujets, je sais plus qu'est-ce qu'on a quand.
Semaine prochaine, on a le sujet de la rumeur, les distorsions cognitives. On va enlever les, sinon, voilà. Ou notion de psychanalyse. Donc, je vous donne 2 minutes pour voter. Commencez le sondage. Tac, tac, tac. Alors, une envie de se réconcilier après. Et les riches sont toujours les plus séduisants. Je vois que je vais pas manger cette semaine. Ouais. Ben ouais, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ça? Ça, je vais pas penser, mais vu ainsi, oui, c'est vrai. Et oui, il y a quelque chose en langue des billets qui faudrait une beauté naturelle. Quoi? La fameuse beauté intérieure. Ouais, ouais, voilà, c'est sûr. Youpi, bien joué. Que des noms indiens, je serais bison futé. T'as pas joué? Bounty, faut que tu joues avec nous la prochaine fois. J'ai joué au coq. L'intérieur du compte en banque. Oui, c'est pas faux. Ils m'ont déconcentré. Mais voilà, mais toi aussi, tu es influençable. Qu'est-ce que c'est? Mais voilà, quand ton ventre grondera parce qu'il a faim cette semaine, eh bien, tu t'en rappelleras. Voilà. Ok. Ah, les notions de psycha, ça vous fait peur. Je peux pas, je faudrait, on ne serait pas disponible. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi tu nous écoutes, Katsu? Tu peux être aussi un sapin lumineux. C'est rigolo. En vrai, je pourrais vous laisser la possibilité de vous renommer tout seul, mais j'ai peur, je vous fais pas confiance. Je m'attends à trop de dingueries. Allez, peut-être pour le live des 2 ans de psy, peut-être je vous laisserai la possibilité de vous nommer comme vous en avez envie. Mais pas avant, j'ai pas confiance, vraiment pas. Je ne suis pas un cadeau, mais si tu es un cadeau. Je suis reine au dé rouge. Yo qui va s'appeler Bisou. Oui, non, mais Katsu, ça va être Adolphe. Tu vois. L'autre, ça sera Jeanne. Bref. je- Nous, des dingueries, non, jamais. Non, mais ça pourrait être drôle, en vrai, on rigolerait. Il y aurait que nous qui comprendrons, mais voilà, quoi. Téléphone, je me venge après. Allez, téléphone, je me venge après. Et là, ça, tu pourras pas payer, c'est fini, c'est fini. On fait le sondage, là, et... La rumeur, ok. Bon, c'est moi qui vais choisir. C'est moi qui vais choisir. De quoi on va parler? On va parler de la rumeur, je pense. Ça fait longtemps qu'il tourne et qu'il est quand même bien ressorti. Ouais, ouais. On va faire ça, je pense. Oui, oui, oui. La rumeur, la rumeur. C'est bien la rumeur. Ça va être intéressant. Ah, la rumeur, là, ça va pas mal aussi. Ouais, on va parler de la rumeur, du coup. Ouais, on va faire ça. Rumeur. Lundi prochain, rumeur. Alors, on va regarder combien de questions on a. On enlève tout ça. On désépingle tout. Je vais retirer ce message épinglé. Est-ce que ça veut dire que j'ai supprimé mon propre message ou pas? Je sais pas, on s'en fout. La rumeur. Oh, ça va être tout petit. Ah non, on va regarder des vidéos. Franchement, ça va être chouette, je pense. Vous allez kiffer. C'est... Ouais, il y a 12 questions, mais on va regarder des vidéos. C'est rare qu'on fasse de la psychologie sociale, mais c'est vachement intéressant. Vous allez voir les expériences et tout, c'est cool. Enfin non, l'expérience, elle est pas folle, mais enfin, vous verrez, c'est chouette. Bravo. Ah mais oui, voilà, je peux pas, je peux pas. Plus d'imagination. Un peu plus vite que prévu. Mais merci à toi, Peyo, des gros bisous. Bonne soirée, j'espère que tout va bien. Et à très vite. Il est trop beau cette petite émote avec gros goût. Bon, les amis, on va couper parce qu'il faut que je me douche et que je mange parce que ce soir, il y a Mario au premier regard. Voilà, et puis il faut que je fasse mon shampoing là parce que c'est une horreur, ça ne va plus. C'est une catastrophe. Donc voilà. Bon, c'était bien cool. Merci à vous tous d'avoir été là. C'était bien sympa. On a bien rigolé. Semaine prochaine, rumeur. Donc, petit quiz. Et après, petite vidéo. Il faut que je revoie ce que j'ai sélectionné comme vidéo parce que je sais pas si je les ai toutes vues. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ce sera pour une prochaine fois. Les distorsions. Oui, bah oui. De toute manière, les mêmes sujets reviennent en vote tant que ça n'a pas été. Tant qu'elles sont pas passées. Bah oui, c'est pour ça que les live psy là ils sont à 19h30 et plus à 20h. Ça reviendra à 20h bientôt. Mais voilà. Bref, je vous fais plein de bisous. On se retrouve mercredi, je crois.
Demain, j'ai une journée de psychopathe. Mais ouais, mercredi sur Baldur's Gate. Oh putain, j'ai mal à la tête. Il faut que je regarde le combat, hein. Je sais pas quoi faire. Il faut que je me recommence du début. Donc ouais, mercredi, Baldur's Gate. Et jeudi, la Bibane. Mais si j'ai personne pour m'aider, je repars sur Baldur's Gate, hein, parce que ça va pas être possible. Ça va pas être possible du tout. Et mon petit modernisme. Bah ton surnom. Tu vas y arriver. Ouais, on verra. On verra. Au pire, on fera un petit essai, et puis si c'est trop compliqué. Bon, bah allez, continue à réfléchir au surnom de Diglo. Je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée. Bon courage pour la semaine. Bon courage pour la reprise demain. Et puis voilà, on se capte très vite, de toute façon. Et je vous dis à mercredi en live sur le combat de Baldur's Gate. Super. Allez, plein de bisous, bonne soirée. Et encore merci. Ciao, ciao.